Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de vous faire un cadeau ou d'en faire un à vos proches, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Tellington. Vous pourrez y acheter des cartes cadeaux, des packs avec plusieurs de nos livres et sur les affiches, il y a même une promo. Pour chaque poster acheté, on vous en offre un autre. Alors n'hésitez pas et foncez. Pour découvrir tous nos produits, rendez-vous sur la boutique Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 13e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 13, Contretemps. Le directeur Conrad observait Boglov à travers l'épaisse vitre blindée de la chambre médicalisée. Le terroriste magique demeurait cloué dans son lit. Seuls ses yeux et son visage semblaient être capables de mouvement. C'était comme si tout son corps était engourdi. « Est-ce qu'il a dit quelque chose ?» demanda Alias, qui était toujours en ligne avec le directeur Conrad. Absolument rien. C'est comme si son corps n'était pas là. En revanche, à en juger par son regard, il semble être furieux. Une idée de ce qui peut l'énerver ? Peut-être son incapacité à bouger. Au même instant, à des centaines de kilomètres de là, dans la petite ruelle où Léo avait perdu connaissance, ce dernier revenait tranquillement à lui. Quand il ouvrit les yeux, au lieu de voir le ciel gris et les flocons de neige typiques de Marmottin, il vit le plafond de la cellule médicalisée de l'Équateur. Comme ses yeux ne voyaient pas ce qu'il faisait, Léo eut beaucoup de mal à se relever. Il se rendit également compte que 2 anneaux de métal bloquaient ses poignets. « Oswald !» cria le jeune homme, en même temps que le véritable Boglov, ce qui alerta Conrad. Vous avez entendu, Alias ? Oui, mais qu'est-ce qu'Oswald peut bien avoir à faire avec tout ça ? Je n'en ai pas la moindre idée, monsieur. Sur ces mots, les yeux de Boglov se révulsèrent, et ce dernier finit par reperdre connaissance. On l'a de nouveau perdu, monsieur, reprit Conrad. Bon, tenez-moi au courant. Entendu, monsieur. Oh, et Conrad ? Oui, monsieur. Soyez prudent. À mon avis, c'est pour bientôt. Je me tiens prêt, monsieur. Une fois qu'Alias eut raccroché, Émilie le regarda d'un air interrogatif. « Un problème ?» demanda la scientifique, en s'emparant d'un stéthoscope. « Je n'ai que ça, des problèmes. » répondit le chef de la DPA en souriant, quand on frappa à la porte. Tout le monde se tut et les regards interrogateurs fusèrent. Namesh Kirour sortit de son épais manteau de fourrure un long poignard et s'avança furtivement vers la porte. Il se colla dos au mur, à 2 pas de l'entrée, prêt à égorger quiconque franchirait le seuil. L'individu qui se trouvait de l'autre côté frappa une nouvelle fois et finit par ouvrir la porte. Sitôt avait-il posé le pied dans la grande salle que Namesh l'attrapa violemment et le tira vers l'intérieur avant de le faire tomber au sol, tout en refermant la porte d'un violent coup de pied. Le guerrier des plaines pesa de tout son poids sur l'homme qui venait d'entrer avant de placer sa lame à quelques centimètres de sa tête. « Ne bouge pas, ou tu es mort !» lança Namesh. Mais l'homme qu'il menaçait ne se laissa pas faire. Dans un geste aussi technique que rapide, ce dernier prit le bras de son agresseur et le força à lâcher son couteau tout en le faisant se retourner. Il en profita au passage pour lui faire une clé de bras. Namesh serra les dents de douleur. « Ça suffit, Antonov !» lança Alias, quelque peu amusé de voir que son numéro 2 n'avait pas perdu la main. « Franchement, Alias, vous auriez pu prévenir. Ça nous aurait évité de nous donner un spectacle. » déclara le colonel en se mettant debout, avant de tendre sa main à Namesh pour l'aider à se relever. « C'était un joli spectacle, » commenta Émilie, en écoutant le cœur d'Alias à l'aide de son instrument. « Du nouveau, Antonov ?» demanda le chef de la DPA. « Oui, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » répondit l'homme de main en sortant de son uniforme un dossier papier contenant des photographies. Alias s'en empara. On dirait une ferme abandonnée. C'en est une. C'est à environ 2 heures de route de Castille-les-Pins.
Il y a peu d'accès d'accès. Il y a grande forêt et d'immenses champs. Vous avez isolé combien de profils? Environ 50. Mais ce sont des gars fiables. On a même quelques anciens de la bataille de Marmottin. Alias Filamou. Même pas la moitié d'une compagnie. Je peux élargir, mais je ne peux pas garantir l'intégralité ou la fiabilité des autres. Même s'ils ne sont pas corrompus, ils seront probablement légitimistes et ne voudront pas vous suivre. Il est vrai que ce qu'on s'apprête à faire pourrait s'apparenter à de la trahison. C'est probablement ce qu'ils diront. Bien, on reste sur votre première sélection, déclara Alias en rendant les photos. Qu'ils commencent à se préparer dès aujourd'hui. Faites aussi venir Talion et Andrew. Il faut qu'ils commencent rapidement l'entraînement du Go. Sur ces mots, le chef de la DPA fut pris d'une quinte de toux. Il sortit de sa veste une lettre qu'il tendit à Antonov. Ce dernier la prit en affichant un regard compatissant. La voiture de Cassandra filait à vive allure sur les routes de Marmottin. Sur le siège passager, Oswald semblait être inquiet. « Vite, vite, Bloom, Bloom !»« On ne peut pas aller voir la police. Ils ne nous croiront pas. Vous, c'est presque mission impossible de comprendre ce que vous dites et moi, je serai accusé de mentir. »« Ravioli !» répondit Oswald, visiblement déçu, tandis que Cassandra s'arrêtait à un feu rouge. C'est comme ça et pas autrement. Après, si vous voulez vous faire tuer, je peux vous laisser ici. Le vieux propriétaire de porte ne répondit pas. Le feu passa au vert et Cassandra écrasa l'accélérateur. Après de longues minutes, la journaliste arriva enfin devant chez elle. Elle se précipita en dehors de sa voiture, accompagnée par Oswald. Une fois dans sa maison, elle se précipita vers sa chambre et sortit 2 valises d'un placard. « Allez, aidez-moi à mettre mes affaires là-dedans !» ordonna-t-elle à Oswald, qui se mit à mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur, tandis qu'elle sortait son téléphone. Allô, Cassandra? Salut Jean-Jacques, vous êtes chez vous là? Non, pas pour l'instant, je suis à la mairie pour la visite du préfet. Le discours va bientôt commencer et on sera en direct, pourquoi? J'aurais un service à vous demander. Encore cette histoire de rubrique spéciale en prime time? C'est vraiment pas le moment là, Cassandra. Non, non, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez que vous pourriez nous héberger, moi et un ami, durant quelque temps? Eh bien, c'est-à-dire que... Il y a potentiellement un énorme scoop à la clé. Je sais pas trop, je suis pas sûr d'avoir la place. Jean-Jacques, vous vivez seul dans une gigantesque villa avec au moins 5 chambres et 3 salles de bain. Vous n'allez quand même pas m'envoyer bouler alors que je vous demande ce petit service. Bon, d'accord. Oswald s'approcha de l'appareil de Cassandra. Ravioli 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 Ravioli. C'était quoi ça? C'est rien, c'est mon ami. Léo reprenait lentement ses esprits. Depuis que Boglov s'était rendormi, sa vision était redevenue normale. Le jeune homme était furieux. Après avoir ramassé son couteau, il s'était mis à déambuler dans les rues du centre historique de la ville avec les menottes du commissaire Tassier au poignet. Il fut bientôt attiré par des bruits stridents. Dans une ruelle voisine, un vieil homme avait ouvert son garage et s'y était installé pour bricoler. Il était en train de découper des planches de bois à l'aide d'une scie circulaire. Léo s'arrêta juste devant le garage et se mit à fixer l'homme qui portait des lunettes de protection et un casque anti-bruit. Quand ce dernier remarqua la présence du jeune homme, il arrêta sa machine et enleva son casque. « Eh, t'es pas le fils de l'inspecteur Bloom, toi, par hasard? » Si, c'est moi. Pourquoi t'as des menottes au poignet? Je jouais avec mon petit frère et il a piqué celle de mon père et me les a mises pour rigoler. Mais maintenant, je suis bloqué. L'homme éclata de rire. Tu veux que je regarde si je peux t'aider à t'en débarrasser? Je veux bien, oui. Répondit Léo. L'homme se dirigea vers un de ses établis et regarda dans différentes boîtes avant de trouver un kit de crochetage. Viens par ici, lança le vieil homme. Léo s'avança. Le vieillard l'invita à mettre ses mains à plat et il se mit à triturer la serrure avec des outils. Après quelques secondes, les menottes s'ouvrirent. « Wow, merci beaucoup !» lança Léo. « Pas de quoi, mon grand !» Le fils de l'inspecteur se dirigea vers la sortie du garage en saluant chaleureusement le vieillard qui remit son casque et ses lunettes de protection avant de recommencer à utiliser sa scie circulaire. Léo se plaça dans un coin d'où il pouvait voir l'intérieur du garage et attendit que celui qui l'avait libéré lui tourne le dos. Quand l'occasion se présenta, le fils de l'inspecteur sortit son couteau à viande et se précipita vers le garage. Il s'approcha lentement de sa cible et planta violemment le couteau dans son mollet, ce qui fit tomber au sol le vieil homme qui poussa un cri d'effroi. « Ah! Mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est pas contre vous, mais je peux pas laisser de témoins.
répondit sèchement Léo, en attrapant les cheveux du vieil homme qui s'était mis à ramper en appelant à l'aide. À l'aide! Au secours! D'un geste vif, Léo trancha la gorge du vieux bougre et il se noya dans son propre sang. Le fils de l'inspecteur essuya l'arme contre sa victime et se précipita ensuite vers la sortie du garage. Il en profita pour actionner la fermeture automatique afin de masquer le plus longtemps possible son crime. Il s'éloigna à toute hâte du centre historique et sortit son téléphone. Une bonne heure était passée et il ne voulait surtout pas que Fonck découvre qu'il était parti. Léo courut comme un dératé dans les rues de Marmottin avant de rejoindre sa maison. Il voulut rentrer par la fenêtre des toilettes comme il était parti, mais manque de chance pour lui, la fenêtre avait été refermée et le lieutenant était actuellement au WC, toujours les yeux rivés sur son jeu. Léo leva les yeux au ciel. Il n'avait pas d'autre choix que de passer par la porte principale. Mais pour ce faire, il devait faire diversion auprès de l'agent Maroni, dont la voiture était justement garée devant la maison. Léo se mit à creuser un peu dans la neige et finit par trouver ce qu'il convoitait. Des cailloux. Il en prit plusieurs et alla se cacher à proximité du véhicule de police. Il se mit alors à les jeter un à un sur le toit de la voiture, ce qui attira l'attention de Maroni, qui finit par quitter son véhicule pour regarder d'où provenaient les bruits. Léo en profita pour courir comme un dératé vers la maison et rentra à l'intérieur. À la seconde exacte où il refermait la porte, le policier se retournait vers la maison et Fonck tirait la chasse d'eau. Le fils de l'inspecteur se précipita à l'étage le plus discrètement possible et s'effondra sur son lit, complètement essoufflé. « Comment ça se passe de ton côté, Fonck ?» demanda Maroni par radio. Rien de particulier à signaler, pourquoi? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a jeté des cailloux sur ma voiture, je crois. Ça pourrait être une tentative de diversion. Je vais vérifier si Léo va bien, répondit le lieutenant en s'élançant dans les escaliers. Il frappa à la porte de la chambre de l'ado et l'ouvrit. Tout va bien, Léo? Oui, ça va. J'essaie de me reposer. Entendu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Sur ces mots, le lieutenant referma la porte et redescendit d'un étage. Ouais, Maroni, tout va bien de notre côté. Léo est dans sa chambre. Tant mieux alors. Sans doute une bande de petits plaisantins. Alors que le lieutenant retournait dans sa pièce préférée en sortant son téléphone portable, Léo, lui, prit un oreiller contre lui et se mit à hurler dedans. Retrouvez chaque jour un épisode de Triste Blizzard à 6h30 sur Tellington et à 17h30 sur YouTube. Les liens sont dans la description.